Il était un peu plus de 7 heures du matin lorsque les premiers écrans se sont allumés. Comme chaque jour, des milliers de lecteurs ont fait défiler machinalement leur fil d'actualité sans imaginer qu'ils allaient tomber quelques secondes plus tard sur une information capable de figer le souffle. Un nom, une photo, une phrase brutale. Michel Sardou est mort à l'âge de 79 ans. Aucune mise en contexte, aucun conditionnel, aucune source clairement identifiable, juste cette affirmation, sèche, définitive, implacable. Pour beaucoup, la réaction a été instinctive. Relire le titre, cligner des yeux, vérifier l'heure, puis recommencer. Car certaines annonces sont si lourdes de sens qu'elles refusent d'entrer immédiatement dans la réalité. Très vite, le doute a laissé place à la sidération. Ce qui frappe d'abord, ce n'est pas seulement l'annonce en elle-même, c'est sa forme, son ton, sa brutalité, le choix des mots. Dans l'univers médiatique contemporain, la mort d'une figure publique est généralement accompagnée de précautions, de confirmations, de communiqués officiels. Ici, rien de tel. Le message surgit, nu, sans filet, comme une évidence imposée. Sur les réseaux sociaux, la réaction est immédiate, les partages s'enchaînent, les commentaires affluent. Certains écrivent RIP, d'autres évoquent des souvenirs personnels, des chansons associées à des moments de vie. D'autres encore refusent d'y croire et demandent des preuves, mais le mal est déjà fait, le doute s'est installé, et avec lui, une émotion collective difficile à contenir. Car Michel Sardou n'est pas un artiste comme les autres. Il n'est pas seulement une voix ou un catalogue de chansons. Il est un repère générationnel, un marqueur intime dans la vie de millions de Français. Sa disparition supposée agit comme un rappel brutal du temps qui passe, de la finitude des idoles, de la fragilité des mythes. En moins d'une heure, l'information est partout. Elle circule sur Facebook, X, TikTok, WhatsApp. Des captures d'écran de titres supposés, officiels, se multiplient. Des vidéos apparaissent, montées à la hâte, mêlant images d'archives, musique mélancolique et messages d'adieu. Le phénomène est connu, mais toujours aussi déroutant. Plus une information choque, plus elle se diffuse vite. Les algorithmes privilégient l'émotion. Les internautes partagent avant de vérifier. Non par malveillance, mais par réflexe affectif. Partager, c'est dire « je suis touché ». Partager, c'est aussi participer à un moment collectif, même s'il est tragique. Dans cette mécanique, la vérité devient secondaire. Ce qui compte, c'est l'impact. Des médias en ligne reprennent l'annonce, parfois avec prudence, parfois sans recul. Le conditionnel disparaît. Les titres se durcissent. Le chanteur s'est éteint. La France en deuil, un monument disparaît. Chaque minute renforce l'impression que l'information est réelle puisqu'elle est partout. Pour les admirateurs de l'artiste, la nouvelle agit comme une déflagration émotionnelle. Beaucoup racontent la même chose, une sensation de vide, une tristesse inattendue, presque disproportionnée. Comme si la disparition annoncée réveillait des souvenirs enfouis, des fragments de vie liés à une chanson, un concert, une époque. Dans les commentaires, certains évoquent de leur enfance, d'autres leur jeunesse, d'autres encore un parent aujourd'hui disparu qui écoutait Sardou en boucle. La mort supposée de l'artiste devient alors un symbole, celui de la fin d'un monde familier, d'un pan de mémoire collective. Mais très vite, une autre émotion apparaît, la confusion. Où est l'annonce officielle? Pourquoi aucun communiqué de la famille? Pourquoi les grands médias restent silencieux? Ces questions émergent, mais peinent à freiner la vague, car l'émotion précède toujours la raison. Ce qui alimente encore davantage la rumeur, c'est l'absence immédiate de démenti clair. Dans les premières heures, ni proches, ni représentants, ni médias de référence ne confirment ou n'infirment formellement l'information. Ce vide devient un terrain fertile pour les spéculations. Certains y voient une confirmation tacite. D'autres parlent de retard volontaire, de discrétion familiale. Des théories plus fantaisistes circulent. Malaise caché, hospitalisation secrète, volonté de protéger l'intimité. Dans l'ère numérique, le silence n'est plus neutre. Il est interprété, extrapolé, instrumentalisé. Pourtant, ce silence peut aussi signifier l'inverse, l'absence de fondement réel à l'annonce. Mais cette possibilité, moins spectaculaire, peine à s'imposer face au flot émotionnel. Il faut comprendre ce que représente Michel Sardou pour mesurer l'ampleur de la réaction. Il incarne plusieurs décennies de chansons françaises, une voix reconnaissable entre toutes, des textes qui ont accompagné des moments de joie, de rupture, de colère, de nostalgie. Un artiste qui n'a jamais laissé indifférent, souvent controversé, mais toujours central. Sa disparition supposée agit comme un miroir tendu à une société qui voit ses repères s'effacer les uns après les autres. Après Johnny Hallyday, après d'autres figures majeures, l'idée que Sardou puisse à son tour s'éteindre semble presque inévitable. Et c'est précisément cette attente diffuse qui rend la rumeur crédible. Lorsqu'une information correspond à une peur latente, elle s'impose plus facilement. L'un des éléments les plus troublants de cet épisode réside dans la manière dont l'annonce est formulée. Aucun conditionnel, aucun selon, aucun aurait.
Le verbe est au passé composé, définitif, irrévocable. Cette certitude grammaticale crée une illusion de vérité. Dans le journalisme traditionnel, la mort d'une personnalité est l'une des informations les plus sensibles. Elle exige des confirmations multiples, des sources croisées, une extrême prudence. Ici, ces règles semblent balayées par la course au clic. Le titre devient une arme. Une phrase courte, violente, conçue pour arrêter le regard et provoquer une réaction immédiate. Peu importe la suite, peu importe la véracité. Ce qui compte, c'est l'impact initial. Pourtant, au fil des heures, des fissures apparaissent. Certains internautes, plus attentifs, remarquent l'absence totale de déclaration officielle. D'autres signalent que les sites à l'origine de l'annonce sont connus pour leur contenu trompeur. Des journalistes commencent à poser publiquement la question « Aucune confirmation à ce stade, prudence ». Ces messages restent de minoritaires, noyés dans la masse, mais ils marquent le début d'un basculement. Le choc initial laisse peu à peu place à une interrogation plus rationnelle. Et si cette annonce était fausse ? Au-delà du cas précis, cet épisode révèle un phénomène plus large, la fascination contemporaine pour la mort des figures emblématiques. Annoncer la disparition d'une icône, c'est capter l'attention maximale, c'est provoquer une émotion universelle. C'est aussi, paradoxalement, offrir un récit clé en main, fait de nostalgie, de bilan, d'hommage. Dans ce contexte, la frontière entre information et fiction devient dangereusement floue. La mort devient un contenu, une marchandise émotionnelle. Michel Sardou, vivant mais déjà inscrit dans l'histoire, se retrouve malgré lui au cœur de ce mécanisme. Sa mort annoncée agit comme un test grandeur nature de notre rapport à l'information, à l'émotion et au temps. Alors que la journée avance, une certitude s'impose peu à peu. Quelque chose ne colle pas. Trop de zones d'ombre, trop d'approximations, trop de silence officiel. La rumeur, aussi puissante soit-elle, commence à se heurter à la réalité des faits. Lorsque l'émotion commence à retomber, une autre nécessité s'impose, comprendre. Après le choc, après la sidération, vient le temps des questions. Qui a lancé cette information ? D'où vient-elle ? Comment une annonce aussi grave a-t-elle pu se diffuser sans la moindre confirmation officielle ? Et surtout, pourquoi a-t-elle été crue si rapidement ? C'est à ce moment précis que le travail journalistique commence réellement. Toute enquête sérieuse débute par un principe fondamental, identifier l'origine. Dans le cas présent, la tâche s'avère plus complexe qu'il n'y paraît. Car contrairement aux annonces officielles, cette information ne provient pas d'un communiqué clair, signé, daté. Elle apparaît d'abord sous forme de publications fragmentées, disséminées sur plusieurs plateformes. En retraçant la chronologie, on constate que la première mention identifiable émane d'un site peu connu du grand public, spécialisé dans les contenus viraux, à forte charge émotionnelle. Aucun journaliste référencé, aucun rédacteur clairement identifié, aucun contact éditorial transparent. Le titre est choc, l'article bref, imprécis et surtout dépourvu de sources vérifiables. Pourtant, c'est ce texte qui va servir de matrice à toute la rumeur. Une fois publiée, l'information est aspirée par ce que l'on appelle les fermes à contenu. Des sites automatisés, souvent alimentés par des algorithmes, reprennent les titres les plus performants sans vérification humaine réelle. Le contenu est copié, reformulé, parfois traduit, mais jamais contrôlé. Dans ce processus, le conditionnel disparaît, les nuances s'effacent. Le titre devient une affirmation brute. Chaque reprise renforce l'illusion de crédibilité. Si plusieurs sites le disent, c'est que cela doit être vrai. C'est l'un des paradoxes les plus dangereux de l'ère numérique. La répétition remplace la preuve. Dès les premières heures, un élément aurait dû alerter. Aucune confirmation de la part des proches, de l'entourage professionnel ou des médias traditionnels. Pas de communiqué de la famille. Pas de message des représentants de l'artiste. Pas de dépêche d'agence. Dans un contexte normal, ce silence aurait dû inciter à la prudence. Mais dans la logique virale, il est interprété à l'inverse. Le vide informationnel devient un espace de projection. Certains y voient une volonté de discrétion, d'autres une stratégie de communication, d'autres encore une preuve indirecte de la véracité de l'annonce. C'est ici que l'émotion prend le pas sur la méthode. Ce n'est pas la première fois qu'une personnalité publique est annoncée morte à tort. Le phénomène est récurrent, presque cyclique. Acteurs, chanteurs, écrivains, animateurs, tous ont, un jour ou l'autre, été victimes de leur propre décès médiatique. Ces précédents auraient dû servir de leçon. Pourtant, chaque nouvel épisode est vécu comme unique, comme crédible, comme possible. Pourquoi ? Parce que le contexte joue un rôle déterminant. L'âge avancé, la discrétion médiatique, le retrait de la scène publique, autant d'éléments qui rendent la rumeur plausible. Dans le cas de Michel Sardou, tous ces ingrédients sont réunis. L'artiste s'est éloigné des projecteurs, a réduit ses apparitions publiques et a évoqué par le passé ses problèmes de santé. La rumeur s'inscrit donc dans un récit déjà existant. Un autre facteur clé de la propagation réside dans l'utilisation d'images. Très vite, des montages apparaissent, photos en noir et blanc, dates de naissance et de décès affichées côte à côte, musique funèbre en arrière-plan.
Ces contenus visuels ont un pouvoir redoutable. Ils donnent une matérialité à une information abstraite. Ils transforment une rumeur en événement. Pour beaucoup d'internautes, voir une image, c'est croire. Peu importe qu'elle soit fabriquée, sortie de son contexte ou totalement fictive. Le visuel agit comme une preuve émotionnelle. Face à l'ampleur de la rumeur, certains médias traditionnels se retrouvent pris au piège. Ne pas en parler, c'est risquer de paraître déconnecté. En parler trop vite, c'est risquer l'erreur. Certains choisissent une voie intermédiaire, évoquer la rumeur elle-même sans la confirmer, mais en la relayant. Cette stratégie, bien que prudente en apparence, contribue malgré tout à la diffusion de l'information. Le public retient le nom, le mot « mort », l'âge, les nuances passent au second plan. Ainsi, même les tentatives de démenti partiel participent de parfois à l'amplification. Pendant que la rumeur enfle, des journalistes entreprennent le travail inverse. Ils contactent les proches, les attachés de presse, les maisons de production, ils interrogent les sources fiables, ils croisent les informations, ce processus prend du temps, un temps incompatible avec la logique des réseaux sociaux. Là où une rumeur se propage en secondes, une vérification nécessite des heures, parfois des jours. Ce décalage temporel est l'un des grands défis du journalisme contemporain. Lorsque les premiers éléments fiables commencent à émerger, l'information initiale a déjà fait le tour du monde. Cet épisode pose une question fondamentale. Qui est responsable ? Les sites à l'origine de la rumeur, les plateformes qui la diffusent, les internautes qui la partagent, les médias qui la reprennent avec prudence, mais sans la bloquer. La réponse n'est pas simple, elle est collective. Elle révèle un écosystème dans lequel chacun joue un rôle, volontaire ou non, dans la circulation de l'information. Ce qui est certain, en revanche, c'est que la mort, réelle ou supposée, reste l'un des contenus les plus puissants qui soient. Elle capte l'attention, suscite l'émotion, provoque l'engagement. Et tant que cette mécanique restera rentable, elle continuera d'être exploitée. À mesure que les heures passent, la rumeur commence à perdre de sa force. Les démentis implicites se multiplient. L'absence persistante de confirmation officielle devient de plus en plus significative. Les internautes les plus attentifs commencent à rectifier, à supprimer des publications, à s'excuser. Mais le mal est fait. Même démentie, une fausse annonce laisse des traces. Elle marque les esprits. Elle crée un précédent. Elle installe une idée, même fugace, dans la mémoire collective. Après le choc, après la rumeur, après l'emballement, vient le moment le plus délicat mais aussi le plus nécessaire, celui de la vérité. Une vérité souvent moins spectaculaire que la fiction, mais infiniment plus importante. Car derrière les titres alarmistes et les montages trompeurs, il existe une réalité bien concrète, faite de faits, de silence assumé et d'un choix de vie que beaucoup ont confondu avec une disparition. À l'heure où la rumeur atteint son paroxysme, une certitude s'impose progressivement aux journalistes qui enquêtent. Aucune source fiable ne confirme le décès de Michel Sardou. Ni communiqué familial, ni déclaration officielle, ni dépêche d'agence, aucun hôpital, aucun représentant, rien. Dans le journalisme, l'absence de preuve n'est pas une preuve en soi. Mais lorsqu'il s'agit d'un événement aussi majeur que la mort d'une figure nationale, ce silence institutionnel devient un indicateur fort. Car une disparition réelle, surtout celle d'un artiste de cette stature, ne peut matériellement pas rester secrète longtemps. Les confirmations finissent toujours par arriver. Or ici, elles ne viennent pas. L'un des principaux carburants de la rumeur repose sur un élément bien réel, l'âge et la santé. À 79 ans, Michel Sardou n'a jamais caché avoir traversé des épisodes médicaux délicats. Il a lui-même évoqué, par le passé, certaines interventions, des moments de fatigue, des alertes physiques. Mais ces déclarations, sorties de leur contexte, ont été amplifiées, déformées, parfois même instrumentalisées. Ce qui relevait de la transparence est devenu, aux yeux de certains, un signe annonciateur. Comme si parler de sa santé revenait à annoncer sa fin. C'est un glissement dangereux mais fréquent, confondre fragilité humaine et imminence de la mort. Depuis plusieurs années, Michel Sardou a fait un choix clair, celui du retrait progressif de la vie publique. Fin des grandes tournées, rares apparitions médiatiques, peu d'interviews, une présence mesurée, choisie, contrôlée. Dans une société habituée à la surexposition permanente des célébrités, cette discrétion est devenue suspecte. L'absence est interprétée comme un signe, le silence comme un aveu, l'éloignement comme une disparition. Pourtant, ce choix n'a rien d'exceptionnel. Beaucoup d'artistes, arrivés à un certain âge, préfèrent en préserver leur intimité, se retirer sans bruit, vivre loin du tumulte médiatique. Ce n'est pas un effacement, c'est une décision. Mais dans l'imaginaire collectif, une icône qui ne parle plus devient une icône que l'on imagine déjà perdue. Un autre malentendu fondamental réside dans la confusion entre la fin d'une carrière artistique et la fin d'une existence. Lorsqu'un artiste annonce qu'il ne montera plus sur scène et qu'il ne sortira plus d'album, beaucoup entendent autre chose, une forme d'adieu définitif. Or, arrêter de chanter n'est pas disparaître, se retirer n'est pas mourir.
Mais le récit médiatique adore les symboles. La dernière tournée devient un testament. Le dernier concert devient une veillée. Chaque mot est surinterprété. Dans le cas de Michel Sardou, cette lecture dramatique a nourri une attente inconsciente, celle de la fin. Une attente que la rumeur n'a fait qu'exploiter. Il existe une autre dimension, plus subtile, presque philosophique, celle du mythe. Michel Sardou n'est plus seulement un homme, il est devenu, au fil des décennies, une figure patrimoniale, un monument vivant. Et paradoxalement, plus une personnalité devient mythique, plus sa disparition semble imaginable, voire inévitable. Dans l'imaginaire collectif, les mythes n'existent jamais longtemps. Ils sont faits pour être célébrés, puis pleurés. La rumeur de sa mort s'inscrit dans cette logique symbolique. Elle donne une fin à une histoire que beaucoup considèrent déjà comme achevée artistiquement. Mais l'homme, lui, est toujours là. Contrairement à ce que certaines spéculations ont laissé entendre, le silence des proches n'est ni une stratégie ni une dissimulation. Il est simplement cohérent avec une ligne de conduite ancienne, la protection de la vie privée. La famille, l'entourage, les collaborateurs de longue date ont toujours privilégié la discrétion. Ils ne réagissent pas à chaque rumeur, ils ne démentent pas chaque intox. Et cette retenue, respectable, a été interprétée à tort comme une confirmation implicite. Dans un monde où l'on exige des réactions instantanées, le refus de commenter devient suspect. Mais ce soupçon est le symptôme d'une époque, pas d'une réalité cachée. Il y a une ironie cruelle dans cet épisode. La vérité, lorsqu'elle commence à émerger, déçoit presque. Elle ne provoque pas le même impact émotionnel, elle ne génère pas les mêmes clics, elle n'offre pas le même récit. Dire que Michel Sardou est vivant, discret, retiré et maître de son temps n'est pas une information spectaculaire. Et pourtant, c'est la seule qui compte. Cette banalité apparente choque davantage qu'un drame inventé. Elle oblige à reconnaître que l'on s'est peut-être laissé emporter, qu'on a partagé sans vérifier, qu'on a pleuré sans raison. Pourquoi avons-nous cru? Pourquoi avons-nous partagé? Pourquoi avons-nous eu besoin d'y croire? La vérité est souvent plus lente, plus nuancée, plus silencieuse. Elle demande de la patience, de la distance, de l'esprit critique. Autant de qualités mises à rude épreuve dans l'écosystème numérique actuel. Lorsque la vérité commence enfin à s'imposer, lentement, péniblement, une autre réalité apparaît plus silencieuse mais tout aussi puissante. Les dégâts émotionnels sont déjà là. Une rumeur peut être démentie. Une émotion collective, elle, ne s'efface pas aussi facilement. Car annoncer à tort la mort d'une figure comme Michel Sardou, ce n'est pas seulement diffuser une fausse information. C'est provoquer un choc psychologique à grande échelle, toucher des millions de personnes dans leur intimité, raviver des souvenirs, réveiller des peurs enfouies. Dans les heures qui suivent de l'annonce, les témoignages affluent. Certains parlent de coups au cœur, d'autres racontent avoir pleuré, parfois sans comprendre pourquoi. Beaucoup évoquent une tristesse soudaine, presque disproportionnée, comme si une partie de leur propre histoire venait de disparaître. Ce phénomène a un nom, le deuil anticipé. Même lorsque la mort n'est pas réelle, l'annonce suffit à déclencher les mécanismes émotionnels associés à la perte. Le cerveau ne distingue pas immédiatement le vrai du faux, il réagit à l'information telle qu'elle est perçue. Pour de nombreux fans, Michel Sardou n'est pas qu'un artiste. Il est associé à une époque, à des moments familiaux, à des souvenirs personnels. Sa disparition supposée agit comme un déclencheur émotionnel global, mêlant nostalgie, peur du temps qui passe et sentiment de finitude. Sur les réseaux sociaux, l'emballement émotionnel est spectaculaire. Les messages d'adieu se multiplient. Certains publient des paroles de chansons, d'autres racontent de leur premier concert, un disque écouté avec un parent aujourd'hui disparu, une voix qui a accompagné des moments clés de leur vie. Ce déferlement d'émotions crée une dynamique particulière. Chacun alimente la tristesse de l'autre. La douleur devient collective, presque ritualisée. Même ceux qui doutent hésitent à contredire par peur de paraître insensibles. Dans cet espace émotionnel saturé, la raison recule. La vérification devient secondaire. Ce qui compte, c'est l'appartenance au moment, au chagrin partagé. Certaines personnalités publiques, touchées comme tout le monde par l'annonce, réagissent à leur tour. Message prudent, hommage conditionnel, silence lourd de sens. Là encore, la frontière est délicate. Se taire peut être interprété comme un manque de respect. Parler trop vite expose à l'erreur. Cette situation révèle une fragilité rarement évoquée. Même les professionnels de l'information ou du spectacle peuvent être victimes de la rumeur. L'émotion n'épargne personne et lorsqu'un hommage est publié trop tôt, même avec prudence, il devient un maillon supplémentaire dans la chaîne de diffusion. Cet épisode pose une question essentielle. Jusqu'où va la responsabilité des médias, notamment dans le traitement de l'émotion? Relayer une rumeur en précisant qu'elle n'est pas confirmée, suffit-il à se dédouaner ou participe-t-on malgré tout à l'emballement? Dans le cas présent, certains médias ont choisi de parler de la rumeur elle-même, en la commentant. Une démarche compréhensible mais ambivalente.
car pour une partie du public, le simple fait qu'un média en parle confère une forme de légitimité. La nuance disparaît souvent à la lecture rapide des titres. Ce que le lecteur retient, ce n'est pas « rumeur non confirmée », mais « Michel Sardou mort ». Une fois la vérité rétablie, une autre émotion surgit, la colère. De nombreux internautes expriment leur indignation. Ils se sentent manipulés, trompés, émotionnellement exploités. Certains parlent de cruauté, d'autres de ce manque de respect. Cette colère s'inscrit dans un contexte plus large, celui de la fatigue informationnelle. Trop d'alertes, trop de drames, trop de fausses nouvelles, le public est à la fois accroché à l'actualité et profondément lassé de ses excès. La rumeur autour de Michel Sardou devient alors un symbole de ce ras-le-bol collectif, un exemple de trop. Même démenti, une fausse information laisse toujours des traces. Certains continueront à croire, par habitude ou par confusion, que l'artiste est réellement décédé. D'autres associeront durablement son nom à cet épisode, à cette angoisse passagère. Pour l'intéresser lui-même, si l'on se place du point de vue humain, l'expérience n'est pas anodine. Être confronté à sa propre mort médiatique, découvrir des hommages prématurés, lire des messages d'adieu alors qu'on est bien vivant, cela peut être troublant, voire violent. Peu d'artistes parlent publiquement de ce qu'ils ressentent dans ces moments-là. Mais plusieurs ont, par le passé, décrit un malaise profond, une sensation étrange d'effacement anticipé. Cet épisode met en lumière une contradiction fondamentale. Nous prétendons vouloir une information fiable, responsable, éthique, tout en récompensant, par nos clics et nos partages, les contenus les plus choquants. La rumeur prospère parce qu'elle rencontre une attente émotionnelle. Elle ne naît pas dans le vide. Elle s'inscrit dans un écosystème où l'émotion est devenue une valeur marchande. Annoncer la mort d'une icône, même faussement, c'est activer tous les leviers de l'attention. Pour certains lecteurs, cette affaire agit comme un électrochoc. Beaucoup affirment qu'ils vérifieront davantage, qu'ils ne partageront plus sans certitude. Reste à savoir si cette résolution survivra au prochain emballement. Car l'émotion est rapide, instinctive. La vigilance demande un effort conscient. Et dans un monde saturé d'informations, cet effort est difficile à maintenir. Il touche à notre rapport collectif à la vérité, à la célébrité, à la mort elle-même. Il prépare le terrain pour la dernière question, peut-être la plus profonde. Pourquoi sommes-nous autant fascinés par la fin supposée de nos icônes et que révèle cette obsession de notre époque ?